Avez-vous déjà ressenti quelque chose profondément, mais sans avoir les mots pour l'expliquer? Cet écart entre ce que nous ressentons et ce que nous pouvons nommer est plus que frustrant, il est limitant. La littératie émotionnelle ne se résume pas à étiqueter les bases comme heureux ou triste. Il s'agit d'avoir le vocabulaire précis pour naviguer dans tout le spectre des émotions humaines, de la douleur sourde de la solitude à l'agitation fébrile de l'anticipation. Et voici le problème, la plupart d'entre nous n'ont jamais appris ce langage. Quand nous manquons de mots pour articuler nos expériences intérieures, les émotions ne disparaissent pas, elles se transforment. Elles s'infiltrent dans les relations sous forme de mauvaise communication, dans nos esprits comme stress non résolu, et dans notre sentiment d'identité comme aliénation. Mais l'inverse est aussi vrai, les bons mots peuvent être des outils de guérison. Ils nous aident à décoder nos propres cœurs, à forger des connexions plus profondes, et à transformer des sentiments fugaces en repères de croissance. Ce n'est pas qu'une question de sémantique, il s'agit de réécrire comment nous nous rapportons à nous-mêmes et aux autres. Commençons par explorer une idée révolutionnaire. Et si nos émotions n'étaient pas des réponses biologiques préprogrammées, mais plutôt des expériences que nous construisons activement en fonction du langage que nous connaissons? C'est le travail novateur de la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett. Sa théorie de l'émotion construite suggère que sans le vocabulaire approprié, nous sommes essentiellement aveugles à certaines expériences émotionnelles. Pensez à comment les Inuits ont de multiples mots distincts pour la neige, ce qui nous apparaît comme simplement neige est pour eux une riche tapisserie de conditions différentes. De même, quand nous ne connaissons que heureux et triste, nous manquons tout le spectre entre les deux. Ce concept se connecte profondément avec l'hypothèse Sapir-Whorf en linguistique, qui propose que la langue que nous parlons façonne fondamentalement notre perception de la réalité. Considérez les cultures qui ont des mots pour des émotions que nous n'avons pas, l'allemand Waldensamke, le sentiment d'être seul dans les bois, ou le japonais Igen, une conscience profonde de l'univers qui déclenche une réponse émotionnelle intense. Sans ces mots, est-ce que nous vivons même ces émotions de la même manière? La recherche suggère que probablement pas. Parlons maintenant de pourquoi cela importe pratiquement. Les neurosciences nous montrent que quand nous pouvons étiqueter précisément une émotion, ce que nous appelons l'étiquetage affectif, cela réduit en fait l'activité dans l'amygdale, le centre d'alarme de notre cerveau. C'est la science derrière l'expression populaire de psychologie, nommez-le pour l'apprivoiser. Mais voici le piège, cela ne fonctionne que quand nos étiquettes sont précises. Si nous appelons chaque sentiment négatif anxiété, nous sommes comme un médecin qui diagnostique chaque maladie comme fièvre. Le traitement ne peut pas être efficace parce que nous n'avons pas correctement identifié le problème. Cela nous amène au problème de la généralisation émotionnelle. Quand quelqu'un dit qu'il est en colère, ressent-il en fait de la trahison, de l'humiliation, de l'impuissance, de la frustration? Tout ceci nécessite des réponses différentes. Plus notre vocabulaire émotionnel est précis, mieux nous pouvons réguler nos émotions, donner un sens à nos expériences, et communiquer nos besoins efficacement. C'est la différence entre dire « je suis malade » et pouvoir dire à votre médecin exactement où et comment ça fait mal. Prenons un moment pour réfléchir à comment nous avons appris les émotions en premier lieu. Pour la plupart d'entre nous, ça s'est passé comme ceci. Enfant, on nous a montré des visages de dessins animés avec des étiquettes simples, heureux, tristes, en colère, peut-être effrayés. Et c'était essentiellement tout. On ne nous a pas enseigné les états émotionnels plus complexes qui composent la vie adulte. Combien d'entre vous ont appris des émotions comme l'ennui, la dysphorie ou la compersion à l'école? Ce serait comme n'apprendre que les couleurs primaires et ne jamais être introduit à toute la roue des couleurs. Mais le problème va plus loin que juste un vocabulaire manquant. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec une invalidation émotionnelle, des messages qui nous disaient que nos sentiments étaient faux ou ne devraient pas être exprimés. Arrête de pleurer ou je vais te donner une raison de pleurer. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Les grands garçons n'ont pas peur. Ces messages n'ont pas juste limité notre vocabulaire, ils nous ont appris à ne pas faire confiance à nos propres expériences émotionnelles. Nous avons appris à supprimer plutôt qu'à comprendre, à juger plutôt qu'à explorer. Maintenant, considérez comment la culture façonne cela. Dans certaines cultures asiatiques, maintenir l'harmonie du groupe prend souvent le pas sur l'expression émotionnelle individuelle. Dans beaucoup de cultures occidentales, le stoïcisme est valorisé par rapport à la vulnérabilité. Pour les hommes, la boîte de l'homme restreint le vocabulaire émotionnel principalement à la colère. Pour les femmes, les expressions de colère sont souvent découragées. Ces normes culturelles et de genre créent ce que nous pourrions appeler l'analphabétisme émotionnel, pas parce que nous sommes incapables d'apprendre, mais parce que nous n'avons jamais été correctement enseignés. Les conséquences de cet écart nous suivent jusqu'à l'âge adulte. Sans les mots pour décrire comment nous nous sentons, nous vivons ce que la psychologue Brené Brown appelle la maladie de l'histoire.
Nous inventons des récits pour expliquer nos sentiments parce que nous manquons du vocabulaire approprié. Mon patron n'a pas répondu à mon email, elle doit être en colère contre moi, quand en réalité nous nous sentons insécurisés ou anxieux. Ou nous nous tournons vers des symptômes physiques, maux de tête, insomnie, problèmes digestifs parce que nous n'avons pas appris à traiter nos émotions mentalement. C'est pourquoi élargir notre vocabulaire émotionnel n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est une compétence de vie cruciale. Explorons maintenant certains de ces mots émotionnels manquants qui peuvent nous aider à mieux comprendre et articuler nos expériences intérieures. Nous commencerons avec les émotions plus difficiles, celles que nous ressentons souvent mais peinons à nommer. Prenez languir, ce n'est pas tout à fait la dépression, mais cette sensation de stagnation et de vide que beaucoup d'entre nous ont ressenti pendant la pandémie. C'est l'équivalent émotionnel d'errer dans le brouillard, vous pouvez bouger, mais sans clarté ni but. Ensuite, il y a l'ennui, cette saveur particulière d'ennui mêlée de lassitude du monde qui vient quand nous sommes insatisfaits mais ne pouvons pas identifier pourquoi. Considérez l'alexithymie, bien que techniquement une condition psychologique, beaucoup de gens en vivent des versions plus douces, cette difficulté à identifier et décrire les émotions. C'est comme avoir un daltonisme, mais pour les sentiments. Et qu'en est-il de la différence entre frustration, objectif bloqué, irritation, petite contrariété, et rancune, amertume face à une injustice perçue? Ces distinctions importent parce que chacune nécessite une approche différente pour y faire face. Maintenant, regardons quelques beaux mots émotionnels d'autres cultures qui comblent des lacunes en français. L'allemand Sehnsucht décrit ce désir intense pour des vies alternatives et des possibilités. Le portugais saudade est un état émotionnel profond de nostalgie pour quelque chose ou quelqu'un d'absent. L'inuit Iktuarpok capture cette anticipation agitée quand on attend que quelqu'un arrive. Du côté positif, il y a mudita, pali, éprouver de la joie dans le bonheur d'autrui, l'opposé de l'envie. Nash, yiddish, décrit cette fierté éclatante dans les accomplissements d'un enfant. Kamamuta, sanskrit, est cette chaleur soudaine quand on est ému par l'amour ou une connexion. Ces mots nous donnent la permission de ressentir et célébrer des émotions que nous pourrions autrement négliger. Chacun de ces termes est comme une nouvelle lentille à travers laquelle voir notre paysage émotionnel. Quand nous pouvons dire « je ressens de l'éleuthéromanie aujourd'hui », un désir intense de liberté, plutôt que juste de l'agitation, nous gagnons à la fois de la clarté et du pouvoir sur notre expérience émotionnelle. Ces mots ne décrivent pas juste comment nous nous sentons, ils nous aident à comprendre pourquoi nous le ressentons et ce dont nous pourrions avoir besoin pour y faire face. Maintenant que nous avons vu ce qui est possible avec un vocabulaire émotionnel plus riche, parlons de comment développer réellement cette compétence dans la vie quotidienne. Construire la littératie émotionnelle est comme apprendre n'importe quelle nouvelle langue, cela demande une pratique constante et des approches multiples. D'abord, nous devons élargir notre vocabulaire émotionnel. Une méthode puissante est de lire de la littérature riche en émotions, romans, poésie, mémoires, où des écrivains talentueux articulent des états émotionnels complexes. Quand vous tombez sur un sentiment que vous reconnaissez mais ne pouviez pas nommer auparavant, faites une pause et restez avec ce mot. Un autre outil est la roue des émotions, qui cartographie visuellement les émotions primaires et leurs cousines plus nuancées. Gardez-en une sur votre bureau ou votre téléphone pour une référence rapide. Le journal est peut-être la pratique la plus efficace pour développer la littératie émotionnelle. Essayez cet exercice. Réglez un minuteur pour 5 minutes et complétez la phrase « En ce moment je me sens ». Sans vous arrêter. Le premier jet produira probablement des termes basiques, mais poussez-vous à aller plus loin. Si vous avez écrit anxieux, demandez-vous quel type d'anxiété? Est-ce de l'appréhension? De la trépidation? De la pressentiment? Plus vous pouvez être spécifique, mieux c'est. Dans les conversations, nous pouvons pratiquer en remplaçant les termes généraux par des plus précis. Au lieu de « j'ai eu une mauvaise journée », essayez « je me suis senti sapé au travail puis découragé quand mes plans sont tombés à l'eau ». Remarquez comment cela invite à un dialogue plus significatif que la version générique. Avec les proches, nous pouvons aider en renvoyant des interprétations plus nuancées. On dirait que tu te sens exclu plutôt que juste en colère et c'est exact. La validation est cruciale dans ce processus. Quand quelqu'un partage un sentiment, résistez à l'envie de résoudre le problème ou de minimiser. Au lieu de cela, reflétez leur langage et aidez-les à l'élargir. Tu as dit que tu es frustré, est-ce plus comme de l'impatience ou de l'exaspération? Ce genre d'accordage émotionnel renforce les relations tout en construisant le vocabulaire émotionnel de chacun. Rappelez-vous que c'est un processus graduel. Commencez par ajouter juste 1 ou 2 nouveaux mots émotionnels à votre vocabulaire chaque semaine. Entraînez-vous à identifier les différences subtiles entre des émotions similaires. Qu'est-ce qui distingue la mélancolie du chagrin? En quoi la délectation est-elle différente de la joie? Avec le temps,
Vous développerez ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle, la capacité à faire des distinctions fines entre des sentiments similaires. En conclusion, considérons les bénéfices profonds et concrets qui viennent avec le développement de la littératie émotionnelle. Le premier et plus immédiat impact est sur la régulation émotionnelle. Quand vous pouvez identifier précisément une émotion comme, disons, de la déception teintée de honte plutôt que juste mal, vous gagnez du pouvoir sur elle. Vous pouvez demander de quoi cette déception a-t-elle besoin, plutôt que d'être submergé par une détresse indifférenciée. La recherche montre que les gens avec une granularité émotionnelle plus haute récupèrent plus vite du stress et vivent des symptômes physiques moins sévères des émotions négatives. Dans les relations, la littératie émotionnelle agit comme un super-pouvoir. Imaginez un couple où un partenaire peut dire « Je me sens vulnérable parce que j'interprète ton ton comme dédaigneux plutôt que de s'emporter avec t'es vraiment un con ». Le potentiel pour la connexion versus le conflit est jour et nuit. Cette précision crée ce que le psychologue John Gottman appelle le sens partagé, la fondation des relations durables. Les bénéfices pour la santé mentale sont tout aussi significatifs. Beaucoup d'interventions thérapeutiques de la TCC à la TCD reposent fondamentalement sur la construction d'un vocabulaire émotionnel. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas changer ce que nous ne pouvons pas nommer. La dépression persiste souvent parce que les gens ne reconnaissent qu'ils se sentent mal sans distinguer entre solitude, désespoir, épuisement ou indignité, chacun nécessitant des interventions différentes. Peut-être le plus profond est l'impact sur le concept de soi et l'identité. Vos émotions ne sont pas juste des états passagers, ce sont des messagers portant des informations vitales sur vos besoins, valeurs et limites. Quand vous pouvez déchiffrer ces messages avec précision, vous prenez de meilleures décisions, fixez des limites plus saines, et vivez plus authentiquement. Vous n'êtes plus ballotté par des humeurs mystérieuses, mais pouvez naviguer votre monde intérieur avec intention. En fin de compte, la littératie émotionnelle concerne l'autonomisation. Dans un monde qui semble souvent chaotique et accablant, avoir les mots pour comprendre et exprimer votre expérience n'est rien de moins qu'une forme de possession de soi. C'est comment nous passons d'expérienceurs passifs de nos émotions à participants actifs de nos vies émotionnelles. Et en faisant ainsi, nous ne changeons pas juste comment nous nous sentons, nous changeons comment nous vivons. Les mots ne décrivent pas juste nos sentiments, ils les façonnent. Pensez grec un instant. Le langage que nous utilisons pour articuler nos émotions ne reflète pas juste notre monde intérieur, il le construit. Un vocabulaire émotionnel plus riche ne nous aide pas juste à mieux communiquer, il nous aide à mieux vivre. Alors voici mon défi pour vous, commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Choisissez un nouveau mot d'émotion chaque semaine, peut-être languir, ou mudita, ou élévation et explorez-le. Journalisez à son sujet. Remarquez quand il surgit dans votre vie. Observez comment le nommer change votre relation à lui. Et alors que nous concluons, je vous laisse avec cette question, une question que j'espère persistera longtemps après cette discussion. Quelle émotion ressentez-vous en ce moment, que vous ne saviez pas comment nommer avant aujourd'hui ? Parce que ce moment de reconnaissance, c'est le premier pas vers une vie émotionnelle plus vive, authentique et autonome. Les mots sont là. Commençons à les utiliser.